Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dexcom? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, les rapports financiers, je le précise, d'accord? Parce qu'elle a publié ses résultats financiers ici dernièrement et on va les commenter. Donc, je vais vous proposer ici la note d'analyse effectuée après la lecture et l'écoute des conférences call. Et cette compagnie, avant de commencer, vous allez constater qu'on a moins 102% depuis les plus hauts. On a déjà fait une vidéo à ce sujet, on va y revenir dessus. Donc, je vais terminer la note et je vous reviens. Alors, les actions de Dexcom, leader dans la fabrication de dispositifs de surveillance continue de la glycémie pour le traitement du diabète, ont connu une baisse suite à la publication de résultats décevants pour le deuxième trimestre. Il y a des prévisions pour 2024 inférieures aux attentes du marché. Malgré une solide réputation, la société a rencontré des difficultés d'exécution ces dernières années. Bien que le réalignement et l'expansion de sa force de vente aient permis d'augmenter le nombre de clients, les résultats financiers n'ont pas été à la hauteur des espérances. Au cours du premier semestre 2024, le revenu par client a diminué plus rapidement que prévu en raison d'une part d'une éligibilité plus élevée que prévu de nouveaux clients aux remises, notamment pour les utilisateurs du CGM G7 atteints de diabète de type 2 et ceux ne nécessitant pas d'insuline intensive. D'autre part, cette évolution a favorisé le canal de distribution des pharmacies au détriment du canal des équipements médicaux durables qui dessert principalement les patients atteints de diabète de type 1. La concurrence accrue du Freestyle Libre 2 d'Abbott, donc un dispositif médical d'un concurrent, semble également avoir joué un rôle. Face à cette situation, Dexcom a révisé à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, tablant désormais sur une croissance des ventes de 11% à 13%, soit un chiffre d'affaires compris entre 4,06 et 4,14 milliards de dollars contre 3 milliards 660 l'année précédente. Les estimations de chiffre d'affaires, selon les analyses présentement, pour 2024 ont été revues à la baisse. Bien sûr, parce que le management a revu ses attentes à la baisse, passant de 4 milliards 330 à 4 milliards 100. Tandis que les estimations de bénéfices ont été réduites de 0,15 à 1,60 par action diluée. La société devrait connaître des turbulences pendant quelques trimestres, le temps de se recentrer sur l'exécution de ces opérations. Et entre-temps, en écoutant le conference call, vous allez vous rendre compte que le management ne répond pas à toutes les questions posées, notamment quand on lui pose les questions ici concernant le GLP-1, le fameux les médicaments ici proposés par Eli Lilly et tout le reste, par rapport à la réduction de sa base de clients, elle a tendance à botter en touche. Et pendant plusieurs années, elle a vraiment, je ne dirais pas qu'elle a négligé la concurrence, mais voilà, parce que techniquement, en repositionnant sa force de vente ici, c'est-à-dire en augmentant la force de vente, en réalité, pour accélérer ici, pour prendre rapidement ici des parts de marché, parce que en prévision ici de la rentrée sur le marché ici de certains concurrents, ça lui a permis ici de prendre une certaine avance temporaire, mais techniquement, les autres ici vont avoir tendance à proposer le même produit à un prix un peu moins élevé. Et vous allez voir ici qu'on a déjà fait une vidéo sur Dexcom. D'accord? Si on tape ici Dexcom, la vidéo en question, clair, je vous dis clair et net, on a parlé de concurrence ici. On a également parlé de prix. Parce qu'on va se dire ici que ouais, mais Dexcom n'était pas surévaluée, etc. Déjà, elle était surévaluée. Et de deux, la croissance on s'attendait à un ralentissement de la croissance. Et s'il vous plaît, c'est pas comme si j'avais trop lu mes rapports financiers sur Dexcom. Ok, c'est juste parce qu'en regardant la compagnie, en regardant le produit qu'elle faisait, en ayant une certaine connaissance du secteur d'activité, je savais directement que la concurrence allait être de plus en plus rude ici sur les années à venir et que comment on dit ça? L'avantage de Dexcom était juste qu'ils étaient first mover, d'accord, et ils avaient une force de vente derrière avec une bonne exécution. Avec les dernières années et la mise sur le marché ici des différents produits venant de Lilly, même si ce ne sont pas des concurrents purs et parfaits, hein, mais ils sont à peu près sur la même thématique, ça vient réduire la base de clients ici. Ok, donc vous allez vous rendre compte que Dexcom ici va avoir tendance à souffrir, tout simplement parce que la croissance impliquée, la croissance qu'on avait à peu près, j'ai la croissance impliquée. Le prix impliquait une certaine croissance. Comment est-ce qu'on le sait? Simple. Regardez ceci.
Le marché a eu tendance à payer sur Dexcom, d'accord, sur les dernières années, aux alentours ici des 105 fois les bénéfices. 105. 105 fois les bénéfices. Aujourd'hui, c'est 35 fois les bénéfices. Donc, on revient juste à une certaine normalisation. C'est un vendeur d'instruments. C'est un vendeur de matériel médical. OK? De plus en situé sur un marché où il y a de plus en plus de compétition. Je ne dis pas que le business va mourir ou quoi que ce soit. Non, c'est un business qui va avoir tendance à perdurer dans le temps. Mais les attentes, la croissance ici va avoir tendance à ralentir enfin. Enfin, déjà, quand on regarde, grosso modo, elle ralentit depuis plusieurs années, même si elle reste toujours à un niveau assez élevé. Et donc là, on s'attendait à du 20%, maintenant on va à peu près descendre à du 10% par là, peut-être même entre 5 et 10%. OK? Je n'en sais rien. De toutes les façons, acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Dexcom peut être une entreprise intéressante à avoir en watchlist. Mais maintenant, tout va dépendre du prix d'acquisition. Et c'est d'ailleurs ça que je vais faire. Je la mets dans la watchlist. OK? Vous pouvez avoir accès en description de la vidéo dans le service Top Premium. OK? Vous avez tout ça ici. OK? So, revenons sur Dexcom. Donc, ce qui va se passer, on va donc faire notre mise à jour en termes de valorisation. Donc, on fait d'abord le tour d'horizon. Croissance de revenus. Très bien. Stabilité des marges brutes. Quand on dézoome un tout petit peu, elle a quand même des marges brutes aux alentours d'une 60%. Très intéressant. Ensuite, marge EBITDA dans le même sens. Les marges EBITDA augmentent de plus en plus. C'est une bonne chose. Déjà, globalement, quand vous regardez à peu près, quand vous remarquez qu'une entreprise a des marges de moins en moins déficitaires, enfin, de moins en moins négatives, ça veut dire qu'on a une augmentation des marges. Ça va dans les deux sens. D'accord? Si les marges augmentent, si les marges diminuent de plus en plus, on allait avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Suivez à peu près la souris. On allait avoir quelque chose qui va vers le bas. Mais quand les marges augmentent, on a du négatif vers le positif. Et donc, ça fait à peu près une croissance. Surtout si c'est une entreprise de croissance, suivez à peu près cette évolution. OK? So, maintenant, l'entreprise est rentable du point de vue EBITDA. Il faut également voir si on n'a pas des SBC ici. Stock Based Compensation. On regarde ça en pourcentage ici de l'EBIT. Enfin, je n'aurai pas l'information en pourcentage ici du free cash flow. Mais on remarque ici que les SBC représentent une grosse partie des free cash flow. Déjà. Donc, il faut faire attention. OK? Est-ce que ça va avoir tendance à ralentir? Sans doute. So, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Net income. Je prends à peu près une certaine croissance ici. Normalize. N plus 3. Vous voyez, les analystes s'attendent à 1 milliard. Maintenant, ça va être aux alentours de 990 millions. Grosso modo, est-ce qu'on va atteindre le 1 milliard? Il y a de grandes chances que oui. Peut-être moins rapidement que prévu. Je prends le 990 millions. D'accord? On va le faire simple. Je pourrais même prendre 1 milliard, ça ne dérange pas. Disons 990 millions. À 25 fois les bénéfices, on atteint à peu près 24 milliards 750. Presque 25 milliards par là. Elle n'a pas de dette. D'accord? Quand on prend dette nette quand vous prenez ici dette nette sur free cash flow, sur EBITDA, on aura quelque chose ici on n'aura même pas d'information, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dette nette. La dette nette ici, on a du cash net, donc le chiffre est négatif. OK? Donc, elle a la capacité de souffrir. À 25 milliards, 25 fois les bénéfices, croissance ici attendue en 2023. On attend 990 millions. Ce n'est pas certain qu'on y arrive en 2023, d'accord, mais il y a de grandes chances qu'on atteigne au moins le 1 milliard. N'oubliez pas également qu'il y a le SBC, le Stock Based Compensation derrière. Donc pour moi, la conclusion sera simple. Même en prenant en considération cette certaine croissance-là, pour moi, je considère que le prix aujourd'hui est juste correct, sans plus. Et on a chuté à peu près de 40% en une journée. Quand il y a une baisse de 40%, si vous avez une action qui perd 40%, vous pensez que pour revenir à peu près à vos coûts d'acquisition de manière globale, vous pensez qu'il faut une croissance de combien? D'aucuns vont dire 40%. Non. Si une entreprise baisse de 40% pour revenir juste au niveau où vous ne perdez pas d'argent, il faut absolument que l'entreprise fasse 66% de croissance. 66% pour remonter. Pourquoi? Parce que quand vous avez une entreprise qui perd 50%, est-ce qu'elle doit remonter de 50% pour occuper vos sommes de départ? Non. Elle doit doubler à partir du prix le plus bas, à partir de son prix
en dessous de à partir de 50%, enfin, on dit, si vous avez acheté l'entreprise à $1 et qu'elle se situe aujourd'hui à $1 à 0,5, ça veut dire ici que pour revenir à $1, il faut doubler. D'accord? Il faut absolument doubler. Ainsi de suite. Est-ce que c'est possible de revenir à des niveaux qu'on a eu précédemment? J'en sais strictement rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est de ne pas payer un multiple extrêmement élevé. Et pour le moment, par rapport aux informations quantitatives que j'ai présentement et qualitatives, je préfère être très prudent ici et demander vraiment une marge de sécurité supplémentaire. OK? Et donc ici, les éléments de recherche à peu près au niveau de la taille du marché. OK? Les différents compétiteurs. Si on peut également trouver le pricing, comment est-ce que ce produit-là est remboursé? Enfin, également, et le potentiel ici d'expansion à l'extérieur des États-Unis. On pourrait également aller regarder cette partie-là. Bref, et également, par rapport à quel type de diabète les médicaments proposés par Eli Lilly sont plus efficaces. Et donc, on pourrait également voir quel type de population, par rapport à nos clients de base, quelle est la population qui est généralement ici destinée à consommer nos produits. À court terme, il y aura beaucoup de turbulences. À long terme, c'est avec un business qui va rester à peu près correct ici. D'accord? Donc, moi, je préfère rester sur les lignes de côté, même si ça reste une entreprise que j'ajoute juste dans la watch. Et si on vient me la proposer, disons, à un prix 2 fois moins élevé que ceci, c'est qu'avec un 50%, aux alentours d'une trentaine, une quarantaine de dollars, pourquoi pas? Au prix actuel, on est juste correctement évalué. Donc, je mettrai ici en price target, et selon les éléments que je vous ai donnés tantôt. Donc, c'est Healthcare Equipment and Supply. Donc, je viens ici, au niveau de ma watchlist. Grouper, on prend Industrie, on ferme ça. Donc, Healthcare Equipment and Supply. On avait à peu près aux alentours, je mettrais 64 dollars à l'action. Où est-ce que l'entreprise se situe ici? Elle est où? Voilà. 64. Et voilà. Donc, on est plutôt aux alentours, on est plutôt correct en date d'aujourd'hui sans plus. Constatez ici que tôt ou tard, la croissance finit par ralentir. Et donc, si vous achetez une entreprise avec une croissance, avec un prix qui implique énormément de croissance, voici le résultat. Ça baisse en une journée, qu'importe vos stop-loss, excusez-moi, mais vous allez faire le moins 40%, ou bien moins 20%, moins 10%, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas payer des multiples assez élevés. Souvenez-vous, il y a une compagnie qu'on a également étudiée ici, ISRG, Intuitive. Elle est restée sous-évaluée ici pendant quelques temps. Aujourd'hui, le marché a bien repris. Regardez, on était en 2023. C'est pour ça que je dis, on a passé trop de temps à parler d'entreprises de merde. Excusez-moi du terme. On a passé beaucoup de temps à parler d'entreprises qui n'en valent juste pas la peine. Donc, je vais avoir tendance à revenir à peu près à arranger cela. OK? Donc, de mon côté, je parlerai en majorité d'entreprises qui, moi, m'intéressent. Même si ça ne vous intéresse pas. Du moment où ça m'intéresse, c'est l'essentiel. OK? Parce que ça me pousse à aller me renseigner au-delà des chiffres. OK? Ça peut être une entreprise, ça sera à peu près, on aura à peu près des entreprises majoritairement nord-américaines, mais c'est le raisonnement derrière qui compte. Si je peux le transposer sur une entreprise, par exemple, si je dois analyser une compagnie qui vend du matériel médical en France, vous pensez que mon raisonnement sera complètement différent? Je dois vérifier quel type de produit on vend, à qui est-ce qu'on le vend, quelle est la taille du marché, okay? Quelle est l'évolution de ce marché-là, qui sont les compétiteurs, comment est-ce qu'on paye le produit en question, est-ce qu'il est remboursé par les assurances? Est-ce que le prix augmente? Donc, on a un ensemble de... Est-ce qu'il y a des éléments... Enfin, quand je dis... Est-ce qu'il y a des éléments disruptifs à venir ou bien autour du marché présentement? Est-ce que l'entreprise en question vend plusieurs produits? Parce que Dexcom, c'est une entreprise monoproduit de manière générale. Contrairement à Abbott, qui vend du matériel médical sur plusieurs tableaux. OK? Et Abbott, on vous le vendait à combien? J'ai fait une note d'analyse sur Abbott en plus, si je ne me trompe pas. Donc, je vais venir ici, Abbott. Oh non, malheureusement, je n'en ai pas fait. Ah, je pense que je confonds avec AbbVie. Parce qu'Abbott et AbbVie, c'était la même entreprise. Ouais, j'ai fait une note d'analyse sur AbbVie. OK, parce que Abbott semble également intéressante. C'est une très belle entreprise. C'est vraiment une très belle entreprise. Donc, Abbott,
au prix actuel, ce n'est peut-être pas fou. Je dis bien, ce n'est peut-être pas fou. Donc, ce serait peut-être intéressant d'aller creuser au-delà des chiffres. En tout cas, ça, ce n'est que mon avis. Hein. Et je me réserve toujours le droit de me tromper. Donc, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. En supplément de ça, vous avez ici le pack du débutant, comme je l'ai appelé. Ouais, pas trop d'inspiration. Comment analyser un rapport financier? Quel est le questionnement? D'accord? Comment lire les états financiers? Très important. Les deux rapports financiers, c'est différent d'états financiers. Le rapport financier, vous avez les états financiers dans le rapport financier. OK? Comment lire un rapport financier? Comment lire les états financiers? Important avec chacune des masterclass. En supplément de ça, vous avez comment maîtriser les rates. D'accord? Donc, les rates, c'est un animal différent, comme l'analyse des compagnies dans le secteur de l'énergie, comme l'analyse des compagnies dans le secteur de la santé. Donc, l'analyse sectorielle. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des questions spécifiques à poser par secteur d'activité ou même parfois par industrie. Et donc, le raisonnement sera complètement différent. Donc, il faut être prêt à pouvoir identifier ces questions-là à poser. D'accord? Vous n'allez pas aller me poser, quand je vais regarder une entreprise dans le secteur de la vente, de la restauration, il faut que je pose au moins la question concernant le modèle d'affaires. Parce que le modèle d'affaires, il y en a plusieurs modèles. Et dépendamment du modèle d'affaires, on pourra savoir à peu près pourquoi est-ce que les marges sont déjà élevées ou pas, ou bien pourquoi est-ce qu'elle a des marges moins élevées. Parce que alors qu'elle adopte un modèle d'affaires, enfin le modèle de franchise, vous devez avoir des marges assez élevées derrière. Okay? En supplément de ça, vous devez regarder à peu près le same-store sale. Ensuite, vous allez regarder l'inventaire, ce genre de choses-là. Dans la vente au détail ici, les grocery stores, c'est toujours un avantage ici d'avoir un current ratio négatif. Donc, un passif circulant plus élevé que l'actif circulant, c'est un avantage concurrentiel. Oui, alors que normalement, on vous dit non, il faut que ce soit supérieur à 1 ou égal à 1. Non. Non, non. Ça dépend des compagnies, ça dépend des secteurs, ça dépend des industries. OK? Donc, on apprend à le faire ici dans le programme d'accompagnement. Vous avez également le lien en description de la vidéo. Nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Pour moi, aujourd'hui, vous constatez encore une fois que ça se vérifie. Acheter une compagnie à un prix qui n'implique pas la croissance. Les chiffres vous permettent de commencer, de poser les bonnes questions et ça vous évite de tomber à peu près dans ce genre de piège-là. Okay? C'est une belle entreprise, la croissance, etc. Mais on sait une chose, c'est qu'on n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Point barre. Simple. OK? Merci.